le président de la République reçoit les chefs de parti sur l'Ukraine. Vous n'êtes pas reçu, vous n'êtes pas chef de parti, mais si vous étiez face au président de la République, que lui diriez-vous? Qu'il a été totalement irresponsable lorsqu'il s'est exprimé la semaine dernière pour dire qu'il fallait envoyer des troupes au sol françaises ou occidentales. Il n'a jamais dit troupes au sol. Hein, il a dit... non, mais disons clairement la vérité. Est-ce qu'il a parlé de troupes au sol? Il a dit qu'il fallait envoyer des troupes occidentales en Ukraine, et le ministre de la Défense, en essayant de rattraper le coup le lendemain, a dit il ne voulait pas dire des troupes, il voulait dire des démineurs. Donc des démineurs, c'est au sol. Oui. Donc ne jouons pas sur les mots. Pas des combattants. Allez. Ce n'était pas clair dans ses propos, et d'ailleurs le monde entier a clarifié cette ambiguïté en disant jamais nous n'enverrons de troupes. Pas le monde entier, Ukraine. Mais bon. L'OTAN, les États-Unis, l'Allemagne, tous nos alliés. La réalité, la vérité. Tous nos alliés. Le monde entier. Tous nos alliés. Bon, pas tous nos alliés non plus, parce que certains ont applaudi, les Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas, et d'autres ont applaudi le président de la République. Ceux qui n'ont absolument la République tchèque, par exemple, où était Emmanuel Macron il y a 2 jours. Ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer des troupes en Ukraine. Bon, donc c'est facile d'applaudir. Bon, mais et je lui dirais, disons la vérité. Oui, mais c'est la vérité. Il a humilié la France et il l'a isolée et il a fait le jeu de Poutine. Parce que tous nos alliés qui ont les moyens d'envoyer des troupes en Ukraine ont clarifié leur position et ont dit qu'ils n'iraient pas. Donc il a été irresponsable là-dessus. Premier élément. Deuxième élément, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Et la France ne doit pas être en guerre avec la Russie, car il est totalement irresponsable d'affirmer que 2 nations nucléaires pourraient être en guerre l'une contre l'autre sur le sol d'un pays tiers. Parce que cela mènerait à une escalade et potentiellement à la destruction mutuelle de nos 2 pays qui sont des nations nucléaires dotées de l'arme atomique. Deuxième élément. Et enfin, nous lui dirions qu'il faut cesser de jouer l'escalade dans ce conflit. La France doit porter une voix de paix, doit porter la voix de la solution pacifique de ce conflit, parce que il n'existe pas, il n'est pas réaliste d'envisager une solution militaire. Et donc, il n'est pas possible que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN. Il n'est pas possible que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne. Il faut qu'il cesse de dire cela. Cela n'est pas réaliste et cela pose problème et empêche une solution pacifique. Il n'est pas complètement exclu que la Russie, ici ou là, puisse enfoncer le front ukrainien. Et donc, finalement, qu'est-ce que la France dit? Elle dit, faites attention. Vous ne savez pas comment est-ce que nous réagirons si vous ne pourrez pas prendre Kiev comme ça, etc. C'est à la chaud. Plusieurs choses. Déjà, le président de la République n'est pas Poutine. C'est-à-dire que ce n'est pas un autocrate qui décide seul de manière irresponsable en violant le droit international. Il est le président de la France et donc à ce titre, il ne doit pas se comporter comme le président de la Russie. Il ne doit pas être irresponsable. Il doit porter justement face à quelqu'un qui fait de l'escalade. Notre rôle, c'est d'aller vers la désescalade. Parce que si tout le monde va vers de l'escalade, à la fin, on ne sait pas où ça s'arrête. Et ça, c'est irresponsable. Donc, justement, c'est parce que nous sommes face à quelqu'un qui n'a pas de limite que nous devons nous en poser. Et en poser ne veut pas dire faire le jeu de Poutine ou abandonner les Ukrainiens. Ce qu'a dit Medvedev n'est absolument pas acceptable. L'Ukraine est une nation indépendante qui existe, qui est reconnue internationalement. Alors, est-ce que vous demandez aujourd'hui à Poutine, est-ce que la France doit demander à Poutine de cesser, de baisser les armes, de cesser toute action militaire? Est-ce que vous êtes certain, c'est toute la question de fond, que Poutine s'arrêtera aux frontières du Donbass? Est-ce que vous en êtes certain? Non, mais êtes-vous certain, vous, que Poutine envahira la Pologne? Non. Donc, exactement. Donc, des deux côtés, c'est la certitude qui demeure. Tout à fait. Donc, les gens qui disent, si l'Ukraine s'effondre, Poutine va envahir l'Europe, ils ne le savent pas. Non. Voilà. Mais je ne pense pas que l'Ukraine doive s'effondrer. Nous devons aider les Ukrainiens. Donc, militairement. Nous devons les aider par tous les moyens possibles. Donc, envoyer des armes. Mais nous avons toujours dit qu'il fallait envoyer des armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Nous l'avons toujours dit. Par contre, ce que nous disons, c'est que ces armes, en aucun cas, ne doivent servir à frapper le territoire russe. Est-ce que vous voterez
le 12 à l'Assemblée nationale et le 13 au Sénat pour l'accord bilatéral de sécurité signé entre la France et l'Ukraine. Cet accord, vous le voterez ou pas? Cet accord pose plusieurs problèmes. Déjà, cet accord s'inscrit dans l'idée que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, doit intégrer l'Union européenne, et c'est pas inscrit dans l'accord que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN dans le texte. C'est large. Vous l'avez lu, oui, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas inscrit dans le texte. C'est largement sous-entendu. Oui, mais ce n'est pas inscrit dans le texte. Si. Non, mais c'est largement sous-entendu. Et dans cet accord, il y a un certain nombre de problèmes. Et je tiens à rappeler que nous avons là aussi un problème sur le format de la discussion qui aura lieu mardi prochain, parce que cette discussion ne porte pas sur le texte. Nous n'allons pas voter pour ou contre l'accord. Nous allons voter pour ou contre une déclaration du Premier ministre concernant l'accord. C'est encore une fois une délégitimisation du Parlement, parce que je suis désolé, mais quand la France signe un accord de sécurité avec une nation en guerre, ce qui n'est pas rien et anodin, il serait quand même logique que les représentants du peuple puissent le ratifier. Et ça ne sera pas le cas. Si le président de la République avait dit non, nous excluons complètement l'envoi de qui que ce soit au sol. Mais personne ne lui demandait de s'exprimer sur ce sujet. L'ambiguïté stratégique était justement de ne pas... Il répond à une question. Eh bien, des fois, il faudrait mieux d'arrêter de répondre à des questions. Parce que quand en Suède, il va répondre à une question, d'ailleurs en anglais, sur la dissuasion nucléaire, où il remet en question notre doctrine, je pense qu'il ferait mieux des fois de surveiller ce qu'il dit. Messieurs, je pense que vous faites de la politique politicienne, je vous le dis tous les deux. Moi, je vous parle, oublions le président de la République. Non, mais oublions le président de la République et regardons la situation. La situation, aujourd'hui, est-ce que les conditions d'un début de paix sont réunies, oui ou non? Aujourd'hui, je vous pose la question, Bastien Lachaud. Eh bien, je vous réponds. Tout le temps, les conditions de la paix sont réunies. Il faut organiser ces conditions. Il faut agir pour que les conditions soient réunies. Avec qui et comment? Nous avons, par exemple, en Europe, l'Organisation de la sécurité et de la coopération européenne. C'est une organisation qui a été créée en 1975, au moment de la guerre froide, qui réunit les Américains, les Russes, l'ensemble des nations européennes pour discuter de la sécurité et de la paix. Voilà un cadre dans lequel nous pourrions échanger sur la question de la paix. Et d'ailleurs, je tiens à quand même le rappeler, nous avons la base de ce qui se passe en Ukraine. C'est que quand l'URSS s'est effondrée en 1990, à aucun moment, il n'y a eu de grands sommets européens pour valider les frontières qui sont nées de cet effondrement. Et donc, aujourd'hui, nous avons des centaines de contestations de frontières, ne serait-ce qu'en Europe. Et pas qu'en Europe de l'Est. Donc, je pense que discuter des frontières et proposer, et d'ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui l'avait dit, des garanties de sécurité mutuelle. Il faut garantir à l'Ukraine sa sécurité et il faut que la Russie ait de l'autre côté des garanties de sécurité. Vous allez répondre, Loïc. La CGT a déposé des préavis de grève et annonce déposer des préavis de grève pour les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques. Comment réagissez-vous, Bastien Lachaud? Est-ce normal? Est-ce que vous soutenez ces mouvements sociaux annoncés pour les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il faut une trêve olympique? Question complémentaire. Alors, si la CGT considère que les droits des travailleurs nécessitent une grève et que cette grève doit avoir lieu pendant les Jeux Olympiques, je pense qu'elle a le droit de le faire et qu'elle a raison de le faire. Pourquoi y aurait-il une trêve olympique? Je vous retourne la question. Ah non, mais moi je n'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse. Mais vous posez la question, pourquoi une trêve olympique? Alors que les Jeux Olympiques aujourd'hui posent énormément de problèmes et de questions, que ce soit des questions démocratiques, que ce soit des questions sociales, que ce soit des questions écologiques, pourquoi devrait-il y avoir une trêve sociale? Quand on voit les conditions de travail sur les chantiers des Jeux Olympiques, quand on voit la manière dont la sécurité des Jeux Olympiques va être mise en œuvre avec, par exemple, un contrôle facial algorithmique. Au nom de quoi y aurait-il une trêve sociale alors qu'il n'y a pas de trêve sécuritaire?
sur ces Jeux Olympiques. Il y a des mesures qui ont été annoncées pour des primes pour les policiers et les gendarmes qui vont être mobilisés. Justement. C'est ce que demande, justement, je crois que c'est 1 900 € de prime, je crois que c'est cela pour les policiers. Justement, c'est ce que demandent les fonctionnaires, les autres fonctionnaires. Pourquoi, en effet, n'y aurait-il que les policiers et les gendarmes qui bénéficient de cette prime? Peut-être parce que le gouvernement aujourd'hui n'arrive à assumer et à assurer son pouvoir que grâce à la police et à la gendarmerie. Pourquoi? Non, mais il faut pas sérieusement. L'impression qu'on est dans un régime autoritaire. Écoutez, je suis désolé, quand on voit les images du salon de l'agriculture, on se dit que si les gendarmes n'avaient pas été là, la visite du président se serait encore plus mal passée. Mais regardons les choses. Les Jeux Olympiques, vous dites la France accueille le monde. Bon, on pourrait poser plein de questions sur les Jeux Olympiques, sur le bien fondé, écologique, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Qui a construit les stades? Qui va faire fonctionner les transports? Qui va faire fonctionner les hôtels? Qui va nourrir les athlètes? Qui? Les travailleurs. Et pourquoi ces travailleurs-là, qui vont travailler beaucoup plus, qui vont travailler dans de mauvaises conditions de travail, pourquoi ces gens-là devraient-ils se sacrifier leurs droits au nom des Jeux Olympiques? Si les Jeux Olympiques sont si importants, pourquoi ne sont-ils pas payés à leur juste valeur et à leur juste mesure? Mais ils ne se sacrifient pas, et s'ils travaillent plus, ils gagneront plus, ils feront des heures supplémentaires. Mais c'est une chose de négocier, c'est une autre chose de mettre la pression, de bloquer le pays dans ce moment-là. C'est le principe de la grève, de déranger. Une grève qui ne dérange pas n'a aucune chance. Oui, mieux vaut faire grève pendant les vacances, au moment des départs de vacances, que c'est le meilleur moyen d'être entendu. Et ce qui est terrible dans ce pays, c'est que les salariés soient obligés de faire grève pour faire entendre leur voix sur un juste droit. Non mais juste, vous dites, il y a un enjeu de sécurité. Évidemment qu'il y a un enjeu de sécurité. Mais vous ne croyez pas qu'il y a aussi un enjeu à ce que les transports de la RATP fonctionnent? Et fonctionnent bien? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à recruter? Peut-être parce que on a abaissé la qualité de travail des salariés et leur niveau de rémunération. Messieurs. Donc, il n'y a pas que la sécurité, en fait, qui fait fonctionner le pays. Messieurs, il nous reste 1 minute. Le cumul des mandats. Alors, vous voulez revenir sur le non-cumul des mandats? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en réalité, la loi de 2014, elle n'a pas mis fin au cumul des mandats. Oui. Elle a juste empêché les parlementaires, les députés et les sénateurs d'avoir un autre mandat. Mais regardez, moi, j'aime bien prendre des choses concrètes. Chez moi, le maire de Bourges, il est aussi premier vice-président de l'agglomération. Il est aussi conseiller départemental. Donc c'est une loi qui n'a pas mis fin au cumul des mandats. Elle a juste coupé le lien entre le national et le local. C'est sur ça que l'on veut revenir. Passer à la chaux, il faut aller, dans ces cas-là, allons jusqu'au bout. Supprimons la totalité des cumuls de mandats pour qu'il y ait plus d'élus, pour qu'il y ait plus de personnes impliquées, que chaque élu se consacre exclusivement au mandat pour lequel il a été élu, et donnons plus de pouvoir au Parlement, aux députés, pour que ce mandat soit plus attractif pour les élus locaux, pour qu'ils abandonnent leur place de maire. Bref, refondons cette République et redonnons plus de pouvoir aux citoyens, aux élus, au détriment du président de la République. Par contre, ça pose une vraie question. Pourquoi un maire décide de rester maire plutôt que de devenir député? Cela montre bien qu'il y a un problème sur les pouvoirs du Parlement et sur les pouvoirs du député. Parce que quelqu'un considère qu'il vaut mieux être maire d'une ville de 20 000 habitants et qu'on est plus efficace quand on est maire que quand on est député, c'est qu'il y a un problème démocratique dans notre pays sur le rôle du Parlement.